Les élections européennes auront lieu dimanche. À cette occasion, vous aurez à désigner vos représentants au Parlement européen. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Philippe Lamberts, tête de liste écolo pour les européennes. Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. Alors, déjà, pouvez-vous, en quelques mots, vous présenter à ceux de nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore ? Eh bien voilà, j'ai 51 ans, je suis ingénieur civil de formation, je suis engagé en politique depuis que je suis gamin, j'étais délégué de classe à l'école et puis de cours à l'UNIF, etc. J'ai toujours eu la passion, mais je n'ai jamais voulu faire de la politique, j'ai pas voulu faire de la politique trop tôt comme professionnel. Donc j'ai été élu pour une première fois comme député européen en 2009, donc il y a 5 ans. Et je me suis focalisé sur les sujets économiques et monétaires, sur les sujets industrie, recherche, énergie, parce qu'en fait, je viens du secteur privé. J'ai passé 22 ans dans une grande multinationale américaine. Et donc, j'ai vu la financiarisation de l'économie, les dérives de la course au profit à court terme de très près. Et c'est ça qui m'a motivé à essayer de dompter ce dragon qui, finalement, est en train de manger la société, de brûler la chandelle de notre planète et des gens par les deux bouts. Et alors justement, votre engagement, il est essentiellement au niveau européen, très peu au niveau local, pas du tout au niveau fédéral. Pourquoi l'Europe ? Parce que de plus en plus, on réalise que le niveau européen est celui qui nous donne des bras de levier pour faire face au monde financier globalisé. C'est évident que ce n'est pas la petite Belgique, mais c'est même pas la grande Allemagne qui, à elle seule, va être capable de reprendre le contrôle sur les banques, de faire payer aux multinationales les impôts qu'elles doivent payer, ne serait-ce que 25% sur leurs bénéfices. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut y arriver. Alors, si on prend l'enjeu climatique, là, on se rend vraiment compte qu'il faudrait idéalement une démocratie mondiale pour arriver à y répondre. En l'absence d'une démocratie mondiale, ce qui se fait de mieux pour l'instant en termes de démocratie transnationale, c'est l'Europe. Très bien. Et alors justement, tous les grands partis belges sont présents à l'Europe, écolo notamment. Quelle serait la spécificité d'écolo au niveau européen par rapport à d'autres partis belges ? Mais c'est que nous voulons véritablement un changement de politique en Europe, malgré ce qu'ils disent les représentants des 3 grandes familles politiques traditionnelles, les chrétiens-démocrates ou les humanistes chez nous, les socialistes, les libéraux, en réalité sont aux manettes en Europe depuis que la construction européenne a démarré, et ils nous disent aujourd'hui vouloir une autre Europe, mais en réalité, ils sont aux manettes et ils ne font pas changer les choses. Aujourd'hui, le prix de la crise est payé par les plus fragiles dans la société, c'est ça que nous voulons changer. Nous voulons, comme je le dis souvent, désamorcer les 2 bombes à retardement sur lesquelles nos sociétés sont assises. D'une part, celle des inégalités qui sont en train d'exploser. Pensez-y, 25% des Européens sont en dessous du seuil de pauvreté ou d'exclusion sociale. 6 millions de jeunes en Europe sont sans emploi et sans perspective d'emploi. Quelle injustice! Et par ailleurs, l'empreinte écologique des Européens et des humains sur la planète est en train également d'exploser. Il faut qu'on désamorce ces 2 bombes à retardement et nous avons absolument la détermination de le faire. Une détermination que je vois beaucoup moins chez nos concurrents. Vous savez, tout le monde est social. Tout le monde est pour l'environnement jusqu'au moment où ça coûte quelque chose, où ça coûte un effort financier, matériel, humain. Alors là, on remet l'effort à demain. Tandis que nous disons, c'est aujourd'hui que nous devons nous retrousser les manches pour désamorcer ces 2 bombes à retardement. Vous avez ces combats-là, vous allez les mener au Parlement européen, mais on sait que la Belgique aura 21 sièges sur les 751 disponibles. Quel est le poids réel d'un député européen belge ? Eh bien, nous avons pu le voir sur des enjeux parfois emblématiques, comme la limitation des bonus des banquiers, comme l'obligation de transparence comptable des banques qui va en fait faire en sorte qu'elles vont devoir exposer la manière dont elles font de la fraude fiscale pour le compte de leurs clients et pour leur compte propre. Ce sont des mesures qui, à l'origine, n'étaient proposées que par le groupe des Verts au Parlement européen, on ne pèse que 58 députés au total, voire par quelques députés. Et parfois, quand on vient avec la bonne proposition au bon moment, qu'on a le talent de négocier et de s'appuyer sur la pression citoyenne, eh bien, on peut réellement transformer les choses. Vous savez, beaucoup auraient préféré qu'on ne plafonne pas les bonus des banquiers. Mais dès l'instant où une proposition se trouvait sur la table, alors il devenait très difficile de dire non, parce que ça ne le fait pas, comme on dit. Et donc, il fallait quelqu'un dans la salle pour mettre la proposition un peu désagréable sur la table. Et dès qu'elle est sur la table, alors les choses se mettent à bouger, parce que, comme je vous dis, il est difficile de refuser une proposition pareille. Et donc, on peut être minoritaire dans un Parlement européen et réaliser des choses. Et on en a fait plein d'autres comme Vert. On pèse aujourd'hui 7% du Parlement européen. Et mon argument vis-à-vis des citoyens, c'est regarder tout ce qu'on a été capable de faire en étant à 7%. Imaginez ce qui serait possible s'il y avait 20% de Verts au Parlement européen. Très bien, merci. Suite de l'interview de Philippe Lamberts, tête de liste écolo pour les européennes, deuxième partie consacrée au bilan de l'Europe. Alors l'Europe a un petit peu plus d'un demi-siècle d'existence, environ.
Est-ce que vous auriez un bilan de cette construction ? Premier bilan, évidemment, c'est que nous sommes sortis de la logique des conflits militaires permanents en Europe. Et ça, je crois qu'on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais c'est une réalité. Je dis, nous avons tous grandi dans une Europe en paix. Mes parents ont connu une guerre, mes grands-parents en ont connu 2. Nous n'en avons pas connu et c'est très bien ainsi. Il faut que ça continue. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Nous avons créé une beaucoup plus grande liberté de circuler. Nous avons créé un grand marché avec ses avantages et ses inconvénients. Ce sont toutes des avancées qui permettent aux Européens de vivre mieux aujourd'hui qu'ils ne vivaient hier. Sauf que, bien, depuis le début de la crise, cette mécanique a l'air de s'être inversée. C'est-à-dire qu'une série d'Européens aujourd'hui, ils sont nombreux, ce sont des millions de gens, vivent moins bien aujourd'hui qu'ils ne vivaient il y a 5 ans. Et ça, on met souvent cet état de fait sur le dos de l'Europe, mais en réalité, ce sont les choix politiques qui sont faits en Europe qui, comme je le disais tout à l'heure, font payer le prix de la crise aux plus fragiles dans notre société. Donc on peut comprendre évidemment que lorsque les politiques qui sont menées profitent à une infime minorité de la population, 1 ou 2%, c'est-à-dire quand les 98% restants se retrouvent à payer la facture, souvent d'erreurs qu'ils n'ont pas commises eux-mêmes, typiquement les erreurs du secteur financier, eh bien, on peut comprendre que les gens se rebiffent et disent « Ah non, ça, c'est pas l'Europe que je voulais, et si c'est ça l'Europe, alors non merci ». Et c'est à ça que nous devons répondre maintenant. Alors au quotidien, l'Europe, c'est à peu près 70% des lois qui régissent nos vies. Certains disent qu'il y a trop d'Europe, d'autres disent pas assez. Est-ce que vous pensez qu'il y en a trop, pas assez ? Non, je pense qu'il n'y en a pas assez et il ne faut pas réfléchir en termes de 70%, 30%. Il faut prendre les mesures là où elles ont le plus d'efficacité, le plus de chances de porter des fruits. Vous voulez faire en sorte, par exemple, que les petites entreprises payent moins d'impôts. Aujourd'hui, elles payent 34% en Belgique. Et que les grandes entreprises, les multinationales, payent plus d'impôts. Aujourd'hui, elles payent entre 0 et 5%. On se dit, tiens, c'est curieux, les gros payent peu, les petits payent beaucoup. Vous voulez inverser la tendance ? La Belgique peut certes diminuer le taux d'imposition sur les PME, mais la Belgique, toute seule, n'est pas capable d'imposer aux ArcelorMittal, aux Google, aux Microsoft, de payer 25% d'impôts. Parce qu'évidemment, elle ne pèse pas grand-chose face à ces gens-là. Là, il faut agir ensemble. Et donc, sur le plan fiscal, c'est un premier domaine où il va falloir que nous agissions ensemble au niveau européen si nous voulons véritablement reprendre notre souveraineté par rapport à ces grands groupes multinationaux qui, finalement, jouent un État européen contre l'autre. Et est-ce qu'on sait réellement travailler ensemble ? Il y a 28 pays, des pays notamment sur les questions sociales qui sont assez différents. Absolument. Est-ce qu'on sait faire ça ? Alors, qui veut peut. Autrement dit, s'il y a la volonté politique d'harmoniser notre fiscalité, d'harmoniser nos systèmes de protection sociale vers le haut, alors c'est possible. Alors évidemment, si on se donne pour règle la règle de l'unanimité, alors c'est vrai qu'il suffit qu'un des 28 bloque pour que tout soit bloqué. C'est le cas en matière fiscale et c'est bien là qu'il faut changer les choses. Alors ça demande un changement du traité de l'Union européenne, mais nous disons les questions fiscales doivent être décidées à la majorité. Et si on ne peut pas le faire, et tant qu'on ne peut pas le faire, eh bien ce qu'il va falloir faire, c'est travailler avec la coalition des volontaires, voir quels sont les États membres qui sont prêts à avancer. Pour l'instant, il y a eu un projet, mais qui est en train d'être tué dans l'œuf sur la taxe sur les transactions financières. Mais là où il y aurait 8, 10, 15 pays européens qui sont prêts, par exemple, à harmoniser l'impôt des sociétés, eh bien, ils peuvent se mettre en branle ensemble pour le faire. Et c'est ça que nous voulons voir. Nous voulons montrer que quand il y a la volonté politique et que la pression citoyenne est suffisante, nous avons de quoi faire bouger les choses. Alors, sur la taxe financière, peut-être précisons qu'une dizaine de pays, 10 pays, se sont engagés à mettre en place cette fameuse taxe Tobin pour le 1er janvier 2016. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient 11 au début, il n'y en reste plus que 10. Et pratiquement, ils sont en train de vider, sous la pression des lobbies financiers, cette taxe de son contenu. La proposition initiale de la Commission européenne qui a rédigé un projet était excellente. Elle était générale, elle était simple, et donc elle n'était pas difficile et pas coûteuse à mettre en œuvre. Et évidemment, chaque acteur du secteur financier y est allé de son lobbying auprès de son ministre des Finances pour dire « Ah oui, mais pour les fonds de pension, il faudrait les exempter. Ah oui, mais les opérations sur la dette publique, il faut les exempter. Ah oui, mais finalement, toutes les opérations sur des obligations, donc sur de la dette, il faut les exempter. Ah oui, surtout pas les transactions en devises. Ah oui, les transactions en actions, oui, mais il ne faut pas y aller trop fort. » Et finalement, on se retrouve à l'heure actuelle, 2 ans après le démarrage du processus, avec une déclaration d'intention. Donc 2 ans plus tard, alors qu'il y avait un texte sur la table, ils sont toujours à dire, et ils ne sont plus que 10, oui, en 2016, on va peut-être faire une taxe sur les transactions en actions avec peut-être une taxe sur quelques produits dérivés. Autrement dit, on est en train de déshabiller cette taxe sur les transactions financières, d'en faire un Emmental où les trous sont beaucoup plus massifs que le reste du fromage, quoi. Et donc, pour moi, on est en train de préparer l'enterrement de première classe de la taxe sur les transactions financières, et c'est un véritable scandale.
Philippe Lamberts, merci. On fait une petite pause et on vous retrouve pour la troisième partie de l'interview de Philippe Lamberts. Je rappelle, tête de liste écolo pour les élections européennes qui auront lieu dimanche. On va parler de l'avenir. Alors déjà, quel projet d'avenir pour l'Europe ? Eh bien, pour nous, il y a 3 priorités à mettre en place pour les 5 années qui viennent. Un, j'en ai parlé, je ne vais pas redétailler, la question de l'harmonisation fiscale. Aujourd'hui, si nous voulons rétablir la santé financière de nos États, eh bien, il ne faut pas seulement couper dans les dépenses, il faut leur donner les recettes dont ils ont besoin. Sachez que la fraude et l'évasion fiscale en Europe, c'est 1 000 milliards d'euros par an. 1 000 milliards d'euros par an, c'est 7 fois le budget de toutes les entités publiques en Belgique, communes, régions, communautés, États, c'est 6 fois le budget européen. Et donc, c'est urgent de s'attaquer à ça et ce n'est qu'ensemble qu'on peut le faire. Deuxième élément, c'est la régulation du secteur financier. On a fait des progrès dans le cadre de cette législature, mais il faut le reconnaître, aujourd'hui, les grandes banques, les grands fonds d'investissement tiennent toujours en joue les États, c'est-à-dire pointent sur leur tempe un fusil chargé et peuvent leur faire un chantage quotidien. Je reste un démocrate avant même d'être un écologiste, et donc pour nous, la souveraineté du peuple incarnée par la démocratie doit être supérieure à tout le reste. Or, aujourd'hui, il faut le reconnaître, le secteur financier s'est accaparé la souveraineté, c'est-à-dire la faculté d'influer sur les décisions politiques qui sont prises. Et ça, c'est inacceptable. On a fait 20% du chemin. Il faut poursuivre. C'est la séparation des métiers bancaires. C'est bien sûr la taxe sur les transactions financières. C'est interdire les produits toxiques. Figurez-vous que on parlait beaucoup de produits toxiques en 2008. Eh bien, sachez que sous l'influence des Verts, on a réussi à en interdire en tout et pour tout un. Le produit toxique qui permettait de spéculer contre les dettes publiques des États de l'Union européenne. C'est tout. Et tous les autres produits toxiques, eh bien, ils sont toujours en circulation. Et enfin, il faut réduire l'endettement des banques en les forçant à financer leurs activités beaucoup plus avec leur propre argent plutôt que l'argent qu'ils empruntent. Troisième élément, et ça c'est le projet vraiment d'avenir, on a commencé l'Union européenne avec le charbon et l'acier. On a continué avec la politique agricole commune. On a continué avec le grand marché européen et l'euro. Aujourd'hui, le grand projet que nous devons mettre en place, c'est l'Europe de l'énergie. J'espère que la crise que nous vivons avec Vladimir Poutine rappelle aux Européens que faire une politique énergétique commune, ce n'est pas seulement une nécessité pour le climat en passant massivement aux renouvelables, mais c'est surtout une condition d'indépendance stratégique de l'Union européenne. Sachez que chaque année, les Européens dépensent 450 milliards de dollars au prix actuel pour acheter des énergies fossiles et devinez à qui ? À Vladimir Poutine et aux cheikh arabes. Nous sommes donc pieds et poings liés vis-à-vis de ces gens-là. Imaginez que nous passions massivement aux renouvelables. Cette facture de 450 milliards, il n'en reste quasi rien. Il faut encore acheter un peu de gaz, mais c'est à peu près tout. Et donc, on ne paye plus ces 450 milliards. Et donc, on investit cet argent plutôt dans nos équipements énergétiques. Et deux, nous sommes indépendants. Nous pouvons nous permettre de dire non à Poutine, de nous affranchir des cheikh arabes qui ne sont quand même pas des parangons de démocratie. Et donc, l'Europe de l'énergie doit être le nouvel horizon de l'Union européenne. On a 28 politiques de l'énergie aujourd'hui. C'est un non-sens. Il nous en faut une seule. Et la focaliser sur les énergies d'avenir, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Donc, concrètement, une mesure ? Eh bien, c'est des objectifs contraignants en termes de part du renouvelable dans notre mix énergétique, des objectifs contraignants en termes d'efficacité énergétique, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est-à-dire les économies d'énergie. C'est donc un grand plan de politique industrielle qui met ces priorités-là au cœur des politiques publiques européennes. Concernant l'avenir sur ces 5 prochaines années, certains experts un peu pessimistes disent qu'on pourrait avoir jusqu'à 30% de ce qu'on appelle les eurosceptiques au Parlement européen. Est-ce que vous pensez que ces 5 prochaines années, l'Europe va fonctionner ? Je pense que l'Europe va fonctionner, mais je pense que si les eurosceptiques réussissent leur pari de représenter un quart du Parlement européen, j'espère que ce signal sera entendu. Parce que la première cause de l'euroscepticisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que les citoyens ont de plus en plus le sentiment que les décisions politiques se font contre eux et pas pour eux. Et donc, si on veut inverser la tendance eurosceptique, il faut changer de cap politique. Il faut mener d'autres politiques, des politiques qui remettent la justice sociale et la soutenabilité environnementale au cœur des objectifs. Et ce n'est qu'à cette condition-là que nous combattrons le sentiment eurosceptique. Et très honnêtement dit, quand on voit la construction européenne aujourd'hui, on comprend qu'on puisse être révolté de ce qui s'y passe lorsqu'on a 27 millions de chômeurs, 6 millions de jeunes chômeurs. Eh bien, ce ne sont pas des choses acceptables. Très bien, il nous reste 30 secondes. Un dernier mot, c'est votre mot. Dites à nos auditeurs ce que vous avez envie de leur faire passer. Eh bien, je vous invite à regarder ce que les Verts ont fait pendant 5 ans, ont fait depuis leur présence au Parlement européen. Aujourd'hui, tout le monde vous dit qu'il veut une autre Europe. Nous avons essayé d'incarner cette autre Europe modestement à la hauteur de nos forces pendant le mandat écoulé. Si vous voulez véritablement du changement, eh bien, je pense que l'alternative crédible, ce sont les Verts. Philippe Lamberts, merci. Je rappelle que vous êtes tête de liste écolo pour les élections européennes, élections qui auront lieu dimanche. Merci.